TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil national de transition du Mali. C'était hier en présence des chefs de parlement de la sous-région, au nombre desquels la présidente de l'Assemblée nationale du Togo. Les producteurs agricoles dans le sud du Togo connaissent désormais la prévision saisonnière dans leur zone et ils pourront ainsi mieux s'organiser. Les détails dans ce journal. Et puis les agents du ministère des Sports seront bientôt à l'école des bonnes pratiques en matière de gestion administrative. Ceci sera possible grâce au partenariat signé entre le ministère et l'ENA. Voilà donc pour les titres. Le Conseil national de transition du Mali a effectué sa rentrée hier 5 avril, premier lundi du mois d'avril, conformément à l'article 65 de la Constitution malienne. L'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année de cet organe législatif de transition s'est déroulée au Centre international de conférence de Bamako. Les présidents et chefs de délégation des parlements de la sous-région ouest-africaines ont rehaussé l'éclat de l'événement par leur présence et leurs diverses contributions. Et l'Assemblée nationale togolaise était représentée à cette cérémonie par sa présidente Yawa Djigbori Tiegan. Le compte-rendu de la cérémonie solennelle d'ouverture avec Prudence Kossi Zinso. C'est un moment historique dans la vie politique du Mali. L'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 du Conseil national de transition. La cérémonie est présidée par le colonel Malik Diao et marque une étape importante dans ce processus pour le renouveau du Mali. L'événement s'est déroulé au Centre international de conférence de Bamako en présence du Premier ministre du Mali, Mokhtar Ouane, des présidents et chefs de délégation des parlements de la sous-région ouest-africaine, à l'instar de l'Assemblée nationale togolaise, avec à sa tête Yawa Djigbori Tiegan. Le colonel Malik Diao a souligné dans son intervention que la présence des parlements de la sous-région aux côtés du CNT vient conforter cet organe législatif dans sa mission. Dans son allocution de circonstance, la présidente de la représentation nationale a salué l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération entre le Togo et le Mali, surtout en matière de la diplomatie parlementaire. Les défis posés à nos États sont considérables. En effet, nos pays sont confrontés à des défis multiples, mais également similaires. Que ce soit dans le domaine de la transformation agricole, de la soutenabilité d'une économie forte, de l'emploi des jeunes, du leadership et de l'autonomisation des femmes. Je salue les dames qui sont dans la salle. Pour ne citer que cela, malgré les défis tantôt évoqués, de belles perspectives s'ouvrent pour nos nations. L'occasion nous est donnée de trouver les voies et moyens de transformer nos difficultés en opportunités. La bonne nouvelle réside dans le fait que des solutions existent et sont désormais à notre portée. Les assemblées parlementaires y ont un rôle à jouer en mutualisant leurs énergies afin d'apporter dans une synergie d'action des réponses appropriées à nos défis communs. La présidente de la représentation nationale a également réitéré au CNT l'engagement sans faille du Togo pour une transition réussie au Mali afin d'instaurer une constante stabilité dans ce pays. Elle a en outre assuré de la disponibilité de l'Assemblée nationale togolaise à accompagner cet organe législatif de transition. Je voudrais à cette étape transmettre à cette haute assemblée et au peuple frère du Mali les chaleureuses salutations
de son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, qui a personnellement tenu à présider la deuxième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali, tenue à Lomé le 8 mars dernier, sous les auspices de l'Union africaine UA, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et des Nations unies, coprésident du groupe. Je vous prie, honorable président du Conseil national de la transition, de transmettre mes différentes salutations aux plus hautes autorités du Mali, à savoir le président de la transition et le vice-président de la transition. Tout en leur renouvelant l'assurance du soutien du peuple togolais et particulièrement de son président de la République, son Excellence Faure Esozimna Gnassingbé, dans leur lourde mission, je forme le vœu que sous leur leadership, le peuple frère du Mali retrouve définitivement l'unité, la sécurité, la stabilité et la paix. Pour ma part, je voudrais assurer de la disponibilité permanente de l'Assemblée nationale togolaise à accompagner le Conseil national de transition du Mali dans la réussite de ses missions. Je voudrais partager avec vous cette pensée de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, je cite: « Travaillons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit et donner l'espoir là où règne le désespoir. » Fin de citation. Je voudrais donc vous inviter, honorables membres du CNT, à faire scintiller vos lumières respectives pour que le Mali brille plus que jamais, en ayant toujours en mémoire cette strophe que j'ai tirée de votre hymne national, je cite: « À ton appel Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis, un peuple, un but, une foi. » Et tous unis avec la foi en un avenir certain et prospère, les Maliens, comme l'ont laissé entendre beaucoup ici, en ont besoin pour rapidement tourner les pages sombres de l'histoire. Bien évidemment, pour entrevoir sereinement le futur avec les nouvelles instances dirigeantes du pays. Le CNT est doté des prérogatives de l'Assemblée nationale. Cet organe législatif, composé de 121 membres, issus des partis politiques, de la société civile, des syndicats et des forces armées, est chargé de voter les textes des réformes prévues dans le cadre de la transition. Cette session qui s'ouvre s'étend sur une durée constitutionnelle de 90 jours. Et en marge de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire donc du Conseil national de transition du Mali, le président de la transition Banda a échangé avec les présidents et chefs de délégation des parlements du Burkina Faso, du Ghana et du Togo, présents donc dans la capitale malienne. Ils sont allés réaffirmer ainsi leur soutien indéfectible et leur solidarité au président de la transition et féliciter tous les acteurs de la transition ainsi que le peuple malien. La délégation des parlements de la sous-région ouest-africaine appelle donc le peuple malien à soutenir les autorités de la transition dans leur mission afin que le Mali retrouve dans les plus brefs délais ses institutions républicaines et sa stabilité. Et de son côté, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digboli Tiegan, s'est entretenue avec Assimi Goïta, vice-président de la transition au Mali. Les échanges ont porté sur la mise en œuvre réussie de la feuille de route de la transition conformément aux recommandations du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. La présidente de la représentation nationale du Togo a réaffirmé donc la disponibilité du Parlement togolais à accompagner le Conseil national de transition du Mali dans la réussite de ses missions afin que le peuple malien retrouve définitivement l'unité
la sécurité, la stabilité et la paix. Les entreprises implantées au Togo ne doivent pas occulter le respect des normes et exigences environnementales dans leurs différentes activités. C'est ce que leur ont rappelé justement les responsables de l'Agence nationale de gestion de l'environnement, ANGE. Le compte rendu avec Tinou Aïssim, Robert Kotobé, avec la voix de Yata Arate. Fin du premier dialogue au Togo basé essentiellement sur la gouvernance environnementale dans les entreprises publiques et privées. 2 jours durant, les spécialistes en climat, gestionnaires de l'écosystème, promoteurs de projets et l'Agence nationale pour la gestion de l'environnement ANGE se sont accordés sur la nécessité d'intégrer l'environnement dans les actions de développement. Les participants ont été édifiés sur la conciliation entre l'exigence de développement économique et environnemental pour le bien-être des populations. L'organisation de ce dialogue est une bonne initiative parce que ça a permis à tous les acteurs de mieux comprendre les missions de l'ANGE et comment mieux collaborer avec l'institution pour une meilleure prise en compte des exigences environnementales dans l'exécution des projets de développement. Ça m'a permis de donner mon point de vue par rapport à ce que nous avons ressenti depuis la phase de développement de notre projet et l'accompagnement que l'ANGE a eu à faire dans ce processus. L'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE, initiatrice du dialogue, se chargera de coordonner et de mettre en œuvre les recommandations issues des travaux. Ces recommandations-là seront suivies. Il y a des recommandations qui ont été faites. Il a été dit qu'il y a un partenariat entre les laboratoires de la place avec le laboratoire de l'ANGE. Il a été aussi recommandé qu'il y ait un audit forain pour toutes les stations d'essence sur toute l'étendue du territoire. Et enfin, il a été aussi recommandé que tous les partenaires et tous les porteurs de projets s'investissent dans le financement des questions environnementales. Le dialogue a permis de contribuer spécifiquement à la mise en œuvre de la réforme numéro 6 relative à la législation environnementale contenue dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le directeur de cabinet du ministère de l'Environnement a salué l'esprit de collaboration qui a caractérisé le dialogue et a exposé les initiatives prises par le gouvernement togolais pour préserver l'environnement et le cadre de vie des citoyens. Je vous le disais en titre, les producteurs agricoles togolais savent désormais à quoi s'attendre en termes de pluviométrie au sud du Togo. La prévision saisonnière a été élaborée et leur a été présentée par la Direction générale de la météorologie. Les précisions avec Yata Arate. Le climat est un acteur déterminant de l'économie et du développement. La plupart des secteurs d'activité, agriculture, transport, tourisme, santé et commerce entre autres, sont météo-sensibles. Au cours de la période mars, avril et mai, la situation pluviométrique sera normale à excédentaire, à l'exception de la région maritime où on aura un léger déficit à tendance normale. Pour avril, mai et juin, tout le pays connaîtra une situation pluviométrique très proche de la normale à tendance excédentaire. Il est prévu un démarrage précoce anormal dans toute la zone bimodale, sauf dans le sud-ouest des plateaux où la saison aura un début normal à tendance tardive. Les dates de fin de saison seront tardives, anormales dans la maritime. Par contre, la fin de la saison sera précoce, anormale dans les plateaux. Il est donc attendu pour cette année une saison de pluie normale dans les plateaux et longue dans la maritime. Les séquences sèches seront longues, anormales, que ce soit en début de saison ou vers la fin de la saison, dans toute la zone. Dans le bassin du Mono inférieur au-dessous de 8 degrés latitude nord, les écoulements équivalents à normal sont attendus. Par contre, dans les bassins du lac Togo, les écoulements seront excédentaires. L'information météorologique est essentielle et vitale pour tout secteur d'activité. Face aux prévisions au sud du Togo, les experts rappellent. Il faut promouvoir l'apport de fertilisants et le choix des variétés à haut rendement.
prévenir l'occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les agglomérations urbaines, accroître la surveillance sur les cours d'eau et lancer les alertes. Il est recommandé de suivre les mises à jour de ces prévisions. Ces résultats météorologiques sont obtenus à partir de l'étude de plusieurs aspects de l'atmosphère, masse d'air, front froid et chaud, humidité de l'air, température du lieu et pression atmosphérique. Des prévisions qui impactent les activités agricoles. Les besoins en données et informations météorologiques deviennent une nécessité pour prévoir et anticiper sur les catastrophes naturelles liées au climat. Et en plus des prévisions saisonnières dans le secteur agricole, le Togo compte tout mettre en œuvre pour restaurer les terres dégradées, surtout dans le nord du pays, où l'agriculture emploie près des 2/3 de la population. Plusieurs actions sont déjà identifiées et un document est en cours d'élaboration à ce sujet. Les détails dans ce dossier signé Dodo Waré. Les chances d'atteindre les objectifs de fin zéro à l'horizon 2030 sont compromises. Si rien n'est fait, les terres seront totalement dépouillées de leurs richesses et plus aucun sol ne sera productif en agriculture. L'on assiste à une dégradation avancée des terres alors que les populations rurales vivent pratiquement de petites exploitations agricoles. Le Togo perd malheureusement des milliers d'hectares, soit 4,14% des terres exploitables chaque année. Le septentrion est le plus touché par le fléau. La déforestation, l'usage abusif des fertilisants chimiques, l'utilisation des engrais inadaptés, les brûlis, les inondations sont à l'origine du phénomène de dégradation. L'homme est au centre de tous les facteurs. Au nord du pays, par exemple dans la préfecture de Saint-Cassé, on trouve beaucoup les indices 5, des terres très dégradées. Il y a plusieurs phénomènes, mais on s'accentue beaucoup plus sur l'effet de l'homme, des humains. Comment les activités de l'homme contribuent à dégrader les sols, surtout les sols qui sont mis en culture. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs, hein. On parle souvent de l'érosion qui peut être pluviale ou bien éolienne, érosion causée par le vent ou bien par la pluie. Conséquence, les rendements agricoles ne sont plus au rendez-vous. La restauration des terres se révèle sans doute comme un défi majeur pour le gouvernement qui envisage de restaurer les terres dégradées ainsi que les zones semi-arides dans le nord du Togo où les paysans assistent impuissamment au phénomène. Il faut des actions concertées et adéquates pour trouver des solutions durables, pour satisfaire aux besoins alimentaires et renforcer les moyens de subsistance des agropastoraux dans les paysages des zones les plus touchées par le phénomène. Le pays mise sur un document actuellement en cours d'élaboration pour lancer le processus de restauration, réduire les gaz à effet de serre par la forêt et adopter de meilleures pratiques de protection de la biodiversité. Des mesures correctives seront proposées pour relever le niveau de fertilité des sols et les bonnes pratiques seront adoptées pour récupérer les superficies dégradées et améliorer la productivité des sols. L'ambition du Togo d'ici 2030, c'est de faire en sorte que le Togo puisse réduire la dégradation d'air de 80%. Et ensuite limiter l'impact de 2% en termes des terres qui ne sont pas encore dégradées. Il faut mettre en œuvre des efforts au niveau national pour qu'à l'horizon 2030, au minimum, on n'ait plus de dégradation des terres. On a dit qu'il faut faire l'effort de ramener la couverture végétale du Togo à 3% en plus de ce qu'on a aujourd'hui. L'accent sera mis sur l'agriculture biologique, une belle alternative et un atout majeur pour le Togo. Le phénomène touche presque tous les pays de l'espace communautaire et la CEDEAO a fait un diagnostic approfondi pour des réponses efficaces de restauration adaptées aux spécificités de chaque État. Les structures en charge de la conservation, de la défense et la restauration des sols de la CEDEAO, les ONG, les organisations de producteurs agricoles et d'éleveurs, les institutions intergouvernementales ont planché sur le sujet les 10 et 11 mars dernier à Lomé.
Le Togo affiche sa volonté de soutenir toute action régionale devant faciliter l'amélioration globale des terres agricoles. L'agriculture est de plus en plus inscrite dans les priorités du gouvernement et la vision du pays est de renforcer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et atteindre l'objectif 15 de développement durable relatif à la restauration des terres dégradées. Et après l'agriculture, évoquons à présent l'élevage. Entre-temps endormi, le secteur au Togo a connu un regain de croissance très remarquable ces dernières années. Et grâce au projet d'appui au secteur agricole PASA, des pratiques traditionnelles dans le secteur ont muté vers celles améliorées et continues. Et ce qui explique ces chiffres satisfaisants enregistrés aussi bien dans le secteur de l'élevage des volailles que des petits ruminants. Nous retrouvons Dodo Haré pour des explications. Même avec l'élevage en case, les éleveurs togolais avaient de très fortes potentialités qu'il fallait valoriser. Le projet d'appui au secteur agricole PASA a été une aubaine pour le secteur. Les systèmes d'élevage traditionnels sont passés aux techniques améliorées continues dans des chaînes de valeur, moteurs de développement de la filière animale. Accroître la production et le rendement des éleveurs, c'était le premier credo du PASA et les derniers chiffres enregistrés à terme du projet sont plutôt intéressants. De 250 000, les chiffres sont passés à plus de 394 000 pour les ruminants et 105 000 contre 87 000 pour les volailles. 80 000 éleveurs ont vu leurs revenus augmenter de 50%. Avec ce projet, ils ont su dégager une plus-value à même de satisfaire leurs besoins. J'étais dans les poulaillers traditionnels. Aujourd'hui, je suis dans les poulaillers améliorés, dans les PTA. Je pense qu'aujourd'hui, je suis modernisé. Je suis libre maintenant pour pouvoir vendre au moins 500 à 1000 pentades à partir d'aujourd'hui. Avant, ce que je faisais, je vendais moyennement parce que je n'avais pas de moyens pour renforcer mes capacités. Avant, notre élevage ne nous arrangeait pas du tout. Les poules sortent et ne reviennent plus et ceci constitue une faillite pour nous. Aujourd'hui, grâce à PASA, nous avons un poulailler digne de ce nom et qui nous permet de sécuriser nos volailles. Je faisais mon élevage avec assiduité et j'ai été repéré par le PASA. J'ai donc bénéficié d'un financement. Cela m'a permis de construire cette bergerie. Et j'ai pu engager 2 personnes à 30 000 francs CFA chacun le mois. Après le financement de PASA, j'ai eu des appuis techniques qui m'ont permis à m'améliorer dans l'élevage des ovins. Actuellement, je me sens comme un patron dans son entreprise. Des actions ont été menées pour que ces éleveurs en arrivent là. D'abord, il fallait améliorer la santé animale. 9 campagnes de déparasitage et de vaccination contre la maladie Newcastle ont été menées dans plusieurs localités. Le pourcentage des bétails exposés au virus de la peste des petits ruminants est passé de 14% en 2012 à 4% en 2018. Le PASA a permis de mettre à la disposition des éleveurs des géniteurs performants, soit au total 3 679 géniteurs améliorés de petits ruminants. Plus de 5 000 volailles ont également été distribuées. Il s'agissait pour l'État de satisfaire à un certain nombre de demandes en termes de géniteurs. Avec le PASA, les bergeries qui autrefois étaient délabrées sont réhabilitées et équipées en matériel adéquat. Plus de 2000 sont construites et 3309 poulaillers améliorés. La filière a connu une professionnalisation et les mécanismes financiers et techniques ont impulsé l'émergence de 482 fermes commerciales. Les conseillers agricoles ont également été mobilisés pour appuyer les bénéficiaires de ce projet. Avec notre appui, on les a formés et on vient de temps en temps en suivi. On leur dit d'améliorer un peu
l'alimentation, la santé des animaux. Donc ils ont suivi nos conseils. Visiblement, les objectifs fixés au départ pour ce projet, à savoir améliorer les conditions générales d'élevage, augmenter les revenus des producteurs, créer des emplois pour les jeunes, sont satisfaits. Mais le pays ne compte pas en rester là. Le gouvernement prévoit pour la nouvelle campagne agricole de développer des zones d'aménagement de production bovine. 10 sites ont déjà été identifiés comme zone pilote de ce projet pour lequel l'État débloque 500 millions de francs CFA. Il est également prévu la construction d'un centre universitaire dédié à l'agro-pastoral dans le Cloto. Plus de 70% de la population active associée à l'agriculture, l'élevage et toutes ces actions entreprises et celles en cours vont davantage révéler des talents entrepreneuriaux dans le secteur et susciter des éleveurs professionnels capables d'accompagner le développement de leur communauté. Ce communiqué de la CENI pour poursuivre cette édition, il nous a été donné de constater la circulation sur les réseaux sociaux de 2 communiqués datés l'un du 4 mars et l'autre du 4 avril 2021, demandant aux opérateurs de saisie OPS de confirmer leur disponibilité pour une prétendue révision des listes électorales qui serait prévue pour se tenir au dernier trimestre dans le cadre d'élections régionales. La CENI informe le public qu'elle n'est pas l'auteur des 10 communiqués et n'a engagé aucune initiative à cet effet. Elle demande en conséquence à chacune et à chacun de redoubler de vigilance face à ce genre de fausses informations. Jour après jour, la campagne de vaccination contre le Covid-19 mobilise encore plus de personnes de 50 ans et plus et celles présentant des comorbidités. Une équipe de la télévision togolaise s'est intéressée au processus d'inscription de ces personnes et la conservation des vaccins sur le terrain. Et c'est un reportage signé Yata Aratem. Il y a quelques minutes déjà que ce monsieur s'est fait administrer le vaccin AstraZeneca. Et juste après, une pause de 10 à 15 minutes s'impose. Le vaccin peut provoquer quelques effets immédiats. Donc, on le met au repos pendant 15 minutes et on l'observe. Le repos est très important pour toute personne vaccinée. C'est une question de santé nationale. Comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Je dis à tous les Togolais d'aller se faire vacciner. Je viens de le faire. La mobilisation est grande. Le constat est là ici dans les différents centres de santé parcourus. CMS Atikoumé, Kodjoviakopé, Nyekonakwe, CHU Sylvanus Olympio, hôpital de Baie. À tour de rôle, chacun passe pour recevoir sa dose dans le respect des différentes étapes du processus. Les citoyens doivent faire l'enroulement électronique à la maison sur son portable avant de venir. Et on lui donne un code. Et quand il va arriver au poste de vaccination, c'est le code qu'il va donner aux ceux qui font l'enregistrement électronique. Et à base du code, on l'enrôle dans la base de la campagne Covid-19. Et on procède dans la vaccination. Au cas où le citoyen n'a pas fait l'enregistrement électronique avant d'arriver, là, on demande sa carte d'identité, son numéro de téléphone, on le fait l'enregistrement électronique. Après l'enregistrement électronique, vous passez au poste de vaccination. C'est là où on vous établit la carte de vaccination. On prend vos coordonnées, on demande si vous avez des antécédents ou bien des comorbidités et tout est marqué avant de vous vacciner. Et après la vaccination, on vous donne des conseils. Arrivez à la maison, au cas où vous avez telle chose, c'est les conduites à tenir. Au cas où ça ne va pas, revenez vers nous au centre de santé pour une prise en charge. Chez nous, nous avons 6 équipes et chaque équipe est composée de 4 personnes, 2 vaccinateurs et 2 enregistreurs. Donc, nous avons des équipes qui sont en avancée. Ils vont dans les églises, dans les services pour vacciner le personnel. Il y avait une équipe qui allait vacciner les personnes de 50 ans et plus chez le chef canton. Nous sommes allés dans des sociétés aussi. Ils sont dans l'aire sanitaire de l'hôpital de Baie et nous continuons la vaccination. Tout est donc mis en œuvre pour renforcer l'immunité des couches ciblées. Et entre disponibilité et conservation du vaccin, les autorités sanitaires veillent au grain. Le vaccin il est conservé à une température comprise entre 2 degrés et 8 degrés, dans un réfrigérateur homologué par l'OMS. Par rapport aux cibles attendues, nous avons des doses maximales que nous devons avoir dans notre stock. Nous avons également calculé la dose minimale à partir de laquelle nous devons lancer la commande.
de façon à ne pas avoir de rupture. Nous respectons tous ces critères-là et actuellement, nous avons un stock suffisant qui est au-dessus du stock minimal. Il y a eu des rumeurs sur le vaccin, mais le fait que l'État a mis le personnel soignant devant, et je pense que si c'est une mauvaise chose, l'État ne va pas cibler le personnel soignant pour se faire vacciner et se protéger. Ceux qui hésitent toujours vont emboîter le pas pour que toute la population, du moins plus de 60%, soit vaccinée pour que nous ayons une immunité collective. Les messages qui circulent sur les réseaux sociaux n'ont donc pas influé sur la détermination des candidats à la vaccination. L'appel reste donc lancé pour davantage de mobilisation en vue d'écarter le mal. Et à ce jour du mardi 6 avril 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 11 310, 61 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 8 368. 20 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 2829 et le nombre de décès est de 113. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijira. Les agents du ministère des Sports et des Loisirs, je vous le disais en titre, seront bientôt à l'école des bonnes pratiques en matière de gestion administrative. Et ceci est rendu possible par une convention de partenariat qui lie leur département à l'École nationale d'administration ENA. Le compte rendu avec Aflim Johnson. Les activités sportives et de loisirs, porteuses de vertus pour la santé physique et mentale de l'individu, vecteurs de cohésion sociale, participent également au développement socio-économique des nations. Ensemble et pour l'avenir, le ministère des Sports et des Loisirs et l'École nationale d'administration ENA font le pari d'une administration sportive compétente au service du rayonnement économique du Togo. Les deux entités sont désormais liées par une convention de partenariat. Une convention qui va servir de base pour la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des agents du ministère des Sports et des Loisirs. Pour faire de ces deux secteurs des secteurs non seulement de cohésion sociale, d'épanouissement de la population, mais également des secteurs pourvoyeurs d'emploi et de création de richesses. La formation va se dérouler sur une période de 4 mois. L'attelage entre le ministère des Sports et des Loisirs et l'ENA vise à rehausser le niveau de compétence des agents du dit ministère en phase avec les normes standards de l'administration publique moderne. La façon dont nous travaillons dans l'administration dans le temps a changé, a beaucoup changé. Il faut que nous ayons cette formation pour pouvoir être plus outillés à atteindre les objectifs attendus par le chef du gouvernement. C'est pour redynamiser aussi le personnel. À en croire la ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, la convention qui lie son département ministériel et l'École nationale d'administration contribuera à dynamiser les secteurs des sports et des loisirs dans une vision de gestion axée sur les résultats. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique ce mardi 6 avril 2021 en exécution de la réquisition numéro 21/2021 du 31 mars 2021 de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de 3e classe de Mango. Les forces de défense et de sécurité ont procédé à des opérations de prévention et de lutte contre la criminalité dans le village de Tchamignoti, canton de Nagbeni, dans la préfecture de Loti. Ces opérations qui visent surtout à appréhender et ou à dissuader des criminels interviennent dans un contexte marqué par la montée des menaces sécuritaires de tout genre. Elles ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des textes en vigueur. Dans les zones concernées, les opérations ont permis de saisir divers objets, notamment un fusil de chasse et 36 motos sans pièces afférentes. Les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour enquête.
Aussi, au titre des actions civilo-militaires, les forces de défense et de sécurité ont-elles saisi l'occasion offerte par ces opérations pour distribuer 1080 masques de protection anti-Covid et 10 000 litres d'eau potable. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de Tchamignoti et de ses environs pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays dans le respect des mesures barrières. Et c'est un communiqué signé donc par le ministre en charge de la sécurité, le général de brigade Damham Yark. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.